Dans un monde où l'ambition rencontre la passion, Couple d'entrepreneurs dévoile le parcours de duos dynamiques qui vont ensemble à la conquête du monde des affaires. De l'étincelle d'une idée au défi du marché, nous allons découvrir ensemble comment ces partenaires de vie et de travail conjuguent leurs forces, naviguent entre les hauts et les bas et vivent le succès. Préparez-vous à être inspiré par l'amour, l'innovation et le pouvoir du travail d'équipe. Bienvenue à Couple d'entrepreneurs, l'émission où le rêve entrepreneurial se construit et se vit en duo. Dans ce numéro, je reçois pour vous le couple Angéline et Christian Traoré. Ils sont promoteurs de la Maison Fenel, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'accessoires de mode en pagne tissée. Bonjour. On a rien, ça va bien. Installe-toi. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Christian. Merci. Installez-vous. Bienvenue Angéline, bienvenue Christian. Merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ravi de vous avoir avec moi. C'est nous qui te disons merci. Et puis, un plaisir d'être là. Vous êtes sapé, hein? Vraiment très sapé. Je ne sais pas qui a inspiré l'autre, mais vous êtes sapé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que les téléspectateurs vous connaissent un peu plus sur le plan social. Alors dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous mariés? La galanterie oblige, je vais laisser Angéline commencer et dire un mot là-dessus. En décembre dernier, ça fait 10 ans qu'on est mariés. 10 ans de mariage? Waouh! Parents? Oui, parents de 4 enfants, on va dire. 4 enfants. De quel âge? Alors, de 10 ans, de 2 fois 10, on va dire. D'accord. De 6 ans Ok. et puis de 3 ans. Voilà. Bien, ça a l'air d'être une grande histoire tout ça. Ouais. Donc parents de C'est une préados belle histoire. et d'enfants. Voilà. Bien. Alors, parlez-moi de votre première rencontre. Ah, la première rencontre. Je pense qu'on n'aura certainement pas la La même version de l'histoire. même version de l'histoire. Voilà. Parce que de ce que je me souviens, j'étais encore dans mes petits cahiers à l'école lorsque, au détour d'une récréation, en classe de, je sais pas, CE1 ou CE2, Angéline m'a approché et elle m'a dit, toi, on va faire un bout de chemin ensemble. Au CE1? Oui. Christian? Oui, D'accord. ouais. Donc, Ok. j'ai pris la chose comme ça. Ok. Et puis, j'ai essayé de vivre comme ça venait. Ok. Voilà, je dis ça pour dire en somme que ça remonte à très loin. Très loin, au primaire. Et puis, on a ensuite fait la classe ensemble, de la 6e à la 3e. Ok. Et puis, c'est après le baccalauréat qu'on s'est découvert certains atomes crochus Ok. et qu'on a voulu faire un bout de chemin ensemble. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Formidable. Est-ce que Angéline a la même version de l'histoire? Bon, c'est vrai qu'on a fait le primaire ensemble, le collège, et après le collège, on s'est perdu de vue. Et on est restés amis. Et c'est après le bac, effectivement, qu'on s'est mis ensemble. Ok. Voilà. Mais la partie de l'histoire du C1, est-ce que tu confirmes? Bon, chacun raconte l'histoire à sa façon. Bien Parce sûr. que moi, je me rappelle plutôt du petit garçon qui était derrière moi, plutôt, à savoir qu'est-ce que j'avais comme goûter, Oui. voilà, Bien. qu'est-ce qu'il y avait dans ma goutte. Ok. Voilà, moi, je me rappelle plutôt de cette De la version partie où on l'histoire. demandait ton Voilà, goûter. c'était Très sur bien. ça. Ok. Voilà. Donc, sur qui a fait le premier pas, ça dit, chacun a sa version de l'histoire. Ben, on va s'en tenir à ça. difficilement le fin mot ce soir. Très bien, ben, on va s'en tenir à ça. En tout cas, merci beaucoup de partager ça avec nous. Voilà.
tromper mon cœur, baby, je t'aime. Angéline et Christian, maintenant qu'on vous connaît un peu plus sur le plan social et sentimental, selon la version de l'histoire, hein, je retiens ça, nous allons vous découvrir aussi sur le plan professionnel à travers ce reportage qu'on va avoir le plaisir de voir. Il y a 5 ans, Christian et Angéline Traoré ont fondé et co-dirigent la Maison Fenel. Ce matin, le couple commence sa journée de travail à une réunion. Et pour la nouvelle collection, là, bon, est-ce que pour l'instant, vous avez déjà une image de non, en fait, déjà, même quand on finit l'ancienne collection avec M. Traoré, on se parle déjà on a une idée de ce qu'on veut présenter. Voilà, qui n'est pas figé. Aussitôt la réunion terminée, Angéline se rend immédiatement à l'atelier de production pour s'assurer du respect du calendrier de production. Tu préfères mettre ça ici? Bon, non, je sais pas. Dans un 5 mois, chaque matin quand j'arrive, j'essaie de vérifier à quel niveau ils sont, s'il y a des corrections, s'il y a des avis, on échange, chacun donne son idée pour qu'on ait de belles finitions. Les promoteurs de la Maison Fenel partagent de nombreux points de complémentarité. Cependant, leur approche en matière de gestion de l'équipe diffère parfois. Je suis très rigide dans ma façon de travailler avec mes collaborateurs. Voilà. Et M. Traoré, il est beaucoup plus relax. Voilà. Donc, quand on se retrouve ensemble, en fait, sur la façon de gérer nos collaborateurs, c'est pas simple. Parce qu'on a une génération qui n'a pas eu la même éducation que nous. On a été moins rigoureux avec eux sur certains points. Et quand ces jeunes-là se retrouvent à travailler avec vous, j'estime qu'il faut quelquefois avoir du tact. Voilà, pour les amener aux résultats que vous recherchez. Sur ce point-là, madame n'a pas de patience. De la naissance de l'entreprise, parlons-en. Selon ses géniteurs, tout est parti de la rencontre de 2 idées et de 2 façons de travailler. Vous avez elle qui est très créative, qui aime bien mélanger les couleurs, qui aime bien mélanger les matières et tout. Et moi qui aime bien communiquer. L'aventure de la Maison Fenel dure maintenant 5 ans. Ces 2 promoteurs se souviennent encore des débuts, pas du tout faciles. On travaillait les dimanches. On était là jusqu'à 21h, 22h. Tout le monde partait nous laisser. On était assis dans notre bureau, dans les moustiques là. On était là, on calculait, on mesurait même les chaînes. Si on veut faire les chaînes de rein, tu te rappelles pas, on prenait, on mesurait les chapeaux, même on prenait, on mesurait les dimensions pour pouvoir commander. Oh. Malgré leur programme professionnel chargé, Christian et Angéline n'oublient pas de dégager du temps pour la vie familiale. Chez nous, le dimanche est sacré. C'est vraiment vraiment je dis sauf cas exceptionnel. C'est rare de ne pas retrouver à la maison avec nos enfants. Très rare. Quand les grandes vacances arrivent, on a toujours au moins 2 semaines avec les enfants où on soit en voyage ou en tout cas on fait quelque chose en temps plein avec eux. Angéline et Christian, c'est 2 personnes très complémentaires. Ils ne se marchent pas dessus. Donc, ils savent bien faire la part des choses entre l'entreprise Fenel et le couple Traoré. Ça, c'est une de leurs forces. Ce qui est frappant dans l'élément qu'on vient de voir, c'est la grande complicité qu'il y a entre vous. Alors, que pouvez-vous nous en dire? Nous étions amis. Nous avons été amis avant de nous marier. Donc, on partageait déjà beaucoup de choses bien avant qu'on se marie. Du coup, on a gardé cette complicité qu'on avait depuis. Et j'ai envie de dire que c'est cette amitié qu'on partage en fait qui est restée. Ok. Voilà, pour ma part en tout cas. Donc, c'est d'abord l'histoire d'une grande amitié qui ensuite, au-delà des goûters et des déclarations du CE1, voilà, sont devenues une grande histoire d'amour. Puis une grande histoire entrepreneuriale. Exactement. Très bien. Mais comment tout cela a commencé? D'où vous est venue l'idée de devenir entrepreneur? Alors, devenir entrepreneur, je ne dirais pas qu'on a décidé de devenir entrepreneur.
l'entrepreneuriat est venu nous trouver. Voilà. Parce que qu'il s'agisse de Angeline ou de moi, l'occasion ou en tout cas l'opportunité qui nous a été donnée de nous retrouver hors du Burkina pour nos études a forgé naturellement en chacun de nous la capacité et le potentiel d'aller chercher, j'ai envie de dire, le petit plus pour agrémenter sa vie. Parce qu'on ne pouvait pas tout attendre de nos parents, rester au pays, c'est pas évident. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire leurs études à l'étranger, pourront en dire un mot. Donc naturellement, hein, comme on dit, c'est en essayant de se chercher, se débrouiller que on est arrivé comme ça dans l'entrepreneuriat. Maintenant, pour ce qui est de FENEL même, de l'histoire de notre entreprise, tout est parti de Angeline. Voilà, de Angeline qui a développé un amour pour de la bijouterie en perles. Voilà, étant à l'étranger. Premièrement, d'abord, comme je dis, pour je crois, meubler, elle pourra nous en dire plus, ou meubler son temps. Et puis de là, une fois de plus, c'est un peu comme au CE1, elle m'a dit, ben, écoute Christian, voilà ce que je fais et tout. Et puis je dis, mais c'est très beau. Bon, là, c'était dans les débuts, hein, c'était tout neuf. Et j'avais l'habitude de l'appeler ma perle et tout. Ben, elle s'est dit, ben, je fais des bijoux en perles. Je dis, ben, comme tes bijoux en perles, et comme toi, pourquoi ne pas donner de la valeur à tout ça? Puis bon, voilà. Voilà comment c'est parti. Je tiens à écouter la version de Angeline. Parce que à chaque fois, je préfère aussi l'autre version. Angeline, dis-moi. La perle, parle-nous. Oui, la perle. Alors, c'est parti d'une histoire douloureuse quand même. Parce que, en fait, j'ai repris ma 3e année. Troisième année de pharmacie. Bien, parce que Angeline est docteur. Elle est pharmacienne. C'est ça. Oui. Vraiment, c'était pas... Je l'ai reprise pas parce que je n'avais pas la moyenne, mais parce qu'en fait, j'ai fait une erreur entre griffes. Et pour meubler en fait mon temps, parce qu'aller repartir à l'université pour des choses, en tout cas, que je connaissais, ça m'épuisait. Donc, je me suis mise à faire des bijoux en perles. Et pour mes voisines de maison, de chambre. Et elles appréciaient, mais moi je ne vendais pas, je faisais ça pour leur offrir. Et quand je suis rentrée pendant les vacances, c'est Christian qui me disait, mais tu te rends compte de ce que tu fais, les gens aiment. Essaie de voir, fais tes créations, moi je vais animer une page pour toi, et puis on va voir ce que ça va donner. Et bon, voilà, je n'y croyais pas, hein. Moi je faisais ça parce que ça me permettait de me libérer, ça me permettait de faire autre chose que de rester dans les cahiers, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose aussi à faire. À apprendre. Et voilà, une chose amenant une autre. Ça s'appelait d'abord une acte de création. Et voilà, effectivement, il a créé la page, il a animé. À un moment donné, même j'étais... Parce que les gens demandaient plus que ce que je pouvais produire. Quand je suis rentrée au Burkina, et voilà. On était quand même les pionniers dedans parce qu'on faisait de la vente en ligne. Ce que les gens ne faisaient pas. À l'époque. Voilà. Et voilà, c'est une chose en amenant une autre. On s'est retrouvés à finir. Bien. Quelles sont les questions que vous êtes posées avant de vous lancer? En 2011-2012. Et puis, on a végété un bout de temps. Voilà, on est entré dans la routine classique. Hein. Parce que vous allez en études, vous venez, ben, les parents s'attendent à ce que vous fassiez quelque chose de bien précis. Bon, donc, il fallait se lancer là-dedans. Et puis, au bout d'un temps, vous savez, l'esprit d'entreprise, quand vous l'avez, nécessairement à un moment ou un autre, vous en arrivez un peu à vous ennuyer dans la routine classique. On a observé un peu ce qui se passait au niveau du Burkina avec tout ce qu'il a commencé à avoir comme promotion du pain tissé qui commençait vraiment à prendre la mayonnaise. Et puis à un moment, on s'est dit, mais chacun un peu ennuyé dans la routine classique, qu'est-ce que nous pourrions faire
pour sortir déjà de notre routine. Donc c'est un peu tout à fait comme à ses débuts, hein, comme elle a expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour, voilà, pour animer, égayer notre esprit créatif? Elle, effectivement, elle avait déjà fait les bijoux et tout. Et bon, là, on a eu la discussion et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre un peu sur le fil, se démarquer. Voilà, ce pain tissé qu'on est en train de valoriser et bien sûr faire quelque chose de différent, qui soit en tout cas différent de ce qu'on a toujours vu jusque-là. Voilà, parce que de là, on est parti sur... Ça a été quand même une réflexion qui a duré quasiment 2 années. Parce qu'on a commencé à s'interroger autour de la question autour de 2017, par là. Voilà. Et jusqu'à 2019. Voilà. Donc on a composé minutieusement, pièce par pièce, on a réfléchi, c'était quoi le concept on voulait, mais surtout toujours dans l'idée de se dire, on propose quelque chose de différent. D'une part, et quelque chose qui ne soit pas typiquement portable entre griffes uniquement par les Burkinabés, mais quelque chose qui pourrait aisément se porter aussi bien ici que dans la sous-région et ailleurs, même au-delà des océans, comme on dit. Très bien. Voilà. Donc ça a été le fil conducteur de notre réflexion pour en arriver au type de produit que nous faisons là aujourd'hui. Bravo. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi, Fenel? Alors, parmi nos 4 enfants, on a 2 filles qui, bon, je vais dire, qui étaient là au moment où on criait Fenel. Voilà. Et il y a l'une qui s'appelle Feriel et l'autre qui s'appelle Nel. Donc, on n'est pas allé loin. Tout simplement, les 2 noms composés, on a mis ça ensemble et ça donnait Fenel. Waouh! Vous voyez ça, par exemple, je l'apprends. Je comprends que dès le début, vous avez voulu commencer ensemble, vous avez voulu le faire ensemble. Mais qu'est-ce qui vous a le plus effrayé ou fait peur au début de l'entrepreneuriat? Moi, j'ai envie de dire que nous, on a quand même ce plus-là d'avoir eu des parents entrepreneurs. Donc, on a vécu dans une famille où l'entrepreneuriat, en fait, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. On sait ce que c'est avec le fait d'avoir des parents qui entreprenaient. Et ça nous a permis de voir que la vie n'est pas tout le temps rose. Voilà, il y a des moments, c'est pas simple. Papa n'est pas content, on sait que ça ne va pas. Maman n'est pas contente, on sait que ça ne va pas. Et également, dedans, on a compris que pour faire de l'entrepreneuriat, il faut faire autrement que les autres. Voilà. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Donc, ça a été également en tout cas, un élément de base sur lequel on a utilisé, un tremplin qu'on a utilisé vraiment pour pouvoir... voilà, pour pouvoir se mettre ensemble et mettre Fenel en place. Donc vous avez baigné enfant dans un bain, enfin dans un milieu où les gens entreprenaient, ce qui fait que vous saviez déjà que ça allait être rude. Oui, c'est ça. C'est exact ce qu'elle dit. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pas toi, mon ami, réalise ton projet. C'est ce que je dis. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dans ta vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a les coups de la vie, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est ce monsieur qui l'aime. Il a reçu les coups reçus de la vie. Et du coup il veut abandonner. Ne baisse jamais les bras. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir. Mon ami, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh. De l'espoir, de l'espoir, de l'espoir.
Angéline et Christian, parlons maintenant de la répartition des tâches au sein de la maison Fenel. Gérer une entreprise à deux nécessite une claire répartition des tâches, on le sait, pour ne pas se marcher dessus. Alors vous, comment vous y prenez-vous et comment avez-vous décidé de répartir les tâches dans votre entreprise? Bon, ça s'est fait un peu naturellement parce que c'est le fruit de notre organisation de départ même. Parce que comme on l'a dit tout tantôt, Angeline, c'est celle qui est créative. Hein, c'est la créatrice. C'est elle qui crée, voilà, qui crée les pièces, les bijoux pour ce qui est des articles. Et comme elle l'a dit, hein, tout comme en 2008, quand elle commençait les bijoux, elle a proposé les bijoux et moi, je les ai mis en scène. Donc, c'est exactement la même organisation qu'on a gardée de base, qui est de dire que, Angeline, tu t'occupes de tout ce qui est production artisanale, tout ce qui est fabrication, conception et autres, à la base en tout cas. Et moi, je m'occupe de ce qui est de les mettre en lumière, de communiquer. Donc, peut-être effectivement qu'aujourd'hui, ce soir, les clients comprendront pour beaucoup que la personne qu'ils ont à l'autre bout du téléphone, ce n'est pas Angeline, mais c'est Christian Angéline. Qu'ils ont au bout du téléphone. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont commencé à se rendre compte de cela. Mais c'est voilà l'organisation de base. D'accord, voilà. Très bien. Et puis maintenant, derrière, voilà, c'est... C'est ça, parce que dans tous les cas, vous l'aurez remarqué que je parle moins. Je m'exprime mieux, en fait, à travers mes créations que dans les paroles. Et Christian est vraiment... j'ai envie de dire, le commercial qu'il faut quand on veut vendre quelque chose. Donc, naturellement... Je confirme. Naturellement, en fait, les tâches se sont reparties. Voilà, et chacun essaie de... Mais en fait, c'est vraiment, comme il a dit, c'est ce qu'il y a de base. Mais sinon, il arrive que... même dans la conception, et voilà, on se retrouve ensemble encore à trouver, voilà, à se donner des idées, à peaufiner, en fait, à terminer, à peaufiner pour faire sortir un article. Voilà. C'est exactement ça. Après, comme je dis, il y a toute la structuration, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a toute une équipe qui est autour, mais toute l'équipe s'est structurée autour de ces deux pôles-là. Maintenant, effectivement, ça n'empêche pas que pour la sortie d'une collection, il faut penser tout, hein, de la conception de l'article jusqu'à la conception de la présentation de ces articles-là et tout. Et là, à ce niveau, c'est ensemble qu'on s'assoit, on réfléchit. Mais là, ça nous permet, avec cette conception de base-là, d'être chacun vraiment dans son élément. Quoi. Voilà. Fenel, c'est combien de personnes? Combien d'emplois directs? Oui, un emploi direct, on est autour de 12 emplois directs. Voilà, 12 emplois directs. Et de manière indirecte, on a quand même environ 100-150 personnes entre les tisseuses, les centres de tissage, les artisans, prestataires et tout. On tourne autour de ça. Comment se passe la... Comment se passe la gestion d'une entreprise comme ça qui est entre des métiers formels, artistiques et complètement informels? Oui, c'est une grande question parce qu'il faut effectivement avoir du tact, il faut trouver le juste équilibre, le juste milieu pour arriver à faire fonctionner tout ça. De principe, c'est Angeline qui s'occupe pour le gros de ce qui est administratif et management des hommes. Voilà, parce que c'est elle qui est au contact direct et des artisans et des fournisseurs. Et donc, c'est elle qui gère ça. C'est elle qui gère également le quotidien de l'entreprise. Et puis, moi, je viens un peu en appui derrière pour tout ce qui est, on va dire quoi, management et puis... mise en lumière. Mise en lumière et puis
organisation pour que Voilà, tout ce beau monde-là puisse s'emboîter et fonctionner, rouler normalement. Très bien. Voilà. Alors, c'est vraiment la touche féminine, puisque je suis au milieu, donc l'artisanat, c'est quand je suis rentrée dedans que je me suis rendu compte que c'est un milieu très masculin. OK. Et il y a beaucoup d'ego qu'il faut manager. Bon. Donc j'avoue que ça a été un atout d'être une femme. Parce que tout de suite, ils n'ont pas forcément vu une menace ou bien quelqu'un qui vient pour les imposer quelque chose. Donc c'est cette touche féminine-là que j'ai utilisée. Vraiment, et ça a été construit bout à bout. Et puis, finalement, ils m'ont accepté. OK. Et voilà, toujours avec une délicatesse. Voilà, je fais des remarques, je fais des propositions. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vraiment, on arrive à travailler ensemble. Et quand ça coince, parce que c'est ça aussi, quand ça coince à un moment donné, parce qu'il y a des choses que je veux dire, comme je suis une femme, ça passe mal deux fois. OK. Donc, en ce moment, et voilà, on fait une réunion. Et puis là, Christian, il essaie d'arrondir. Et puis voilà, en fait, l'organisation, en fait, c'est surtout s'il y a un truc, comme je vais dire, il y a un message à passer, s'il y a quelque chose qu'on veut vraiment mettre en place. Voilà, là, Christian vient et puis ensemble, on essaie de porter la chose. Donc, selon les interlocuteurs internes que vous avez, selon le niveau, selon la sensibilité, selon les égos, vous savez manager pour savoir qui peut dire quoi. Exactement. Oui, pour atteindre vos objectifs. Voilà. En réalité, on a mis, si vous voulez, des niveaux de gestion voilà, en place. C'est comme elle l'a dit. Hein. Vraiment, le niveau de base, on a des collaborateurs qui sont déjà un peu plus au contact, parce que c'est ça aussi la réalité de l'entreprise. Plus elle grandit et se développe, mieux il faut trouver la façon de rester le plus près possible de ses collaborateurs, sans oublier qu'il y a la structure méta qu'il faut arriver à gérer. Voilà, donc il y a des collaborateurs qui lui viennent en soutien pour être directement au contact des collaborateurs. Et le second niveau, effectivement, c'est elle qui pilote l'entreprise, qui arrive justement à régler les problèmes du quotidien ordinaire. Voilà, et puis, à moins qu'il y ait vraiment une difficulté où ça coince en particulier, où ensemble, maintenant, en troisième niveau, on va arriver avec effectivement la figure masculine forte qui peut voilà, arrondir les bords ou en tout cas imposer une direction. Donner un cadre. Voilà, donner un cadre, imposer une direction pour l'entreprise. Très bien. Voilà. Merci. Bon, je sais que le défi qu'on entreprend ensemble, c'est... Et je sais bien de quoi je parle. C'est comment gérer les conflits. Comment faire en sorte que les conflits professionnels n'impactent pas sur la vie personnelle et que les conflits personnels n'impactent pas sur l'humeur professionnelle en entreprise. Comment vous gérez ces cas-là, si vous les gérez? Alors, on a force, puisque dans tous les cas, chaque jour, on va se parler. Oui. Donc, c'est pas qu'on n'a pas le temps en fait, de laisser passer de laisser s'installer un conflit. OK. C'est-à-dire que le conflit est là. Bon, c'est pas qu'on va reporter. Mais on essaie de le gérer. OK. En tout cas, même si c'est pas au bureau. Bon, quel que soit le conflit professionnel ou personnel, si c'est à la maison, on le gère à la maison. OK. Si c'est professionnel et que ça a un lien avec la maison, on va le gérer à la maison. OK. Mais toujours est-il qu'on le règle, parce que dans tous les cas, on est obligé de se parler. Oui. On est obligé de faire fonctionner l'entreprise. Oui. Donc, on n'a pas vraiment, le conflit ne peut pas rester longtemps. OK. On a vite fait de trouver en tout cas une solution. OK. Et puis, voilà. C'est ça. En fait, on pourrait penser que c'est un inconvénient, mais c'est en réalité un avantage. Le fait justement de ne pas... de devoir se parler tout le temps, voilà, fait que ça ne laisse pas au conflit le temps de s'installer, encore moins de larver. OK. Parce que, justement, tout de suite, sur une question de gestion
courante, ordinaire, ou sur une question exceptionnelle ou une demande extérieure et tout, on est obligé à un moment de se parler pour apporter une réponse à la question qui se pose. Et c'est une réponse qui doit être apportée toujours dans l'intérêt. Et c'est ça peut-être qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'un comme l'autre, on garde à l'esprit l'intérêt, on pourrait dire, appeler ça comme ça, l'intérêt supérieur de l'entreprise. Voilà. Donc, qui va bien au-delà des petits conflits qu'on peut avoir, qui ne manquent pas parce que, naturellement, nous sommes des hommes. Et comme tout homme, il y a toujours des... Mais Dieu merci, on n'a pas encore eu de conflit qui soit suffisamment imposant au point d'impacter réellement notre activité professionnelle ou notre vie familiale. Personnelle. Voilà, personnelle. Mais il y a déjà eu des moments de conflit ou de bagarre, personnelle ou professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un choc comme ça que vous avez eu, même si vous dites qu'il n'y a pas eu de gros coups d'éclat et je ne vous le souhaite point. Mais est-ce que vous pouvez nous parler d'une fois comme ça dont vous vous souvenez et de comment vous avez géré ça? Bon, c'est dans le cadre professionnel, c'est quelquefois la fixation des prix. Ça arrive assez souvent. Parlons d'argent. Voilà, parlons d'argent. Ça arrive assez souvent parce que pour la fixation des prix, c'est vrai qu'il y a une règle mathématique qu'on établit. Voilà, qui tient compte bien évidemment de tout ce qu'il y a comme coût des intrants et tout, leurs fluctuations et tout. Et puis nécessairement d'une marge bénéficiaire qui permet à l'entreprise de faire face à ses charges et de créer de la richesse. Parce que c'est le but d'une entreprise. Généralement, quand on doit appliquer à la lettre cet algorithme-là, qui est figé. Voilà. On en arrive de fois à des prix qui, de fois, ne peuvent pas ou ne correspondent pas, ou en tout cas difficilement peuvent s'adapter à la réalité du consommateur lambda. Alors, on est pris entre deux feux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'effectivement, on applique cet algorithme qui permet en fait à l'entreprise de survivre? Ou est-ce qu'on se dit, bon, on essaie de minorer et puis, on a le consommateur qui est heureux, mais qui est potentiellement met l'entreprise en péril. Angeline, généralement, va non seulement être sur ce questionnement-là, mais en plus, va s'ajouter le fait que elle, qui est au contact des artisans, qui voit comment est-ce que, a priori, on voit des articles, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, elle va être plus sur valoriser au maximum ce travail-là qui est fait par les artisans et par elle-même, puisqu'elle le produit également. Ce que moi je respecte tout naturellement, mais moi qui suis également au contact des clients, je lui dis oui, mais je sais ce que les gens vont me dire derrière, voilà. Donc généralement c'est ça, il y a toujours des petites frictions sur cette question-là et c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu, où quelquefois je fais... je cède, mais sur d'autres points, je lui dis, mais non, ça ne va pas. Là, je rebondis. Oui, parce que Christian, c'est quelqu'un qui est déterminé. Dans tous les sens. Déterminé, c'est le mot diplomatique. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il veut quelque chose, il ne capitule pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va dire, OK, il n'y a pas de souci. On va réfléchir. Dans tous les cas, on n'a pas encore sorti le produit, voilà. Mais demain, il va revenir avec des thèses, antithèses, synthèses. À la fin, en fait, tu te demandes, est-ce que réellement... Christian n'a pas raison. Oui, OK. Puis, bon, voilà. Mais en fait, c'est vraiment sur ce volet-là tout le temps. Bon, je n'ai pas dit c'est fréquent, parce que chaque fois qu'on sort un article, c'est toujours le même scénario qui reprend. Et également,
l'autre volet, ça c'est pratiquement tous les jours. Parce que, en fait, c'est une unité artisanale. On produit à des quantités, je vais dire... voilà, oui. Alors, les gens veulent que quand ils veulent un sac, Christian m'appelle, c'est combien de jours? Même si on a un calendrier de production, on a le calendrier. Mais moi, je mets toujours une marge. Lui, il voit son client qui va partir. De voir mes artisans, elle me dit, on ne dessine pas le sac là. Quand il dit, mais eux me disent, mais madame, on ne dessine pas le sac là. Donc quand je lui dis non, 3 semaines, il dit, ah, 3 semaines. J'ai dit, bon, ah. Donc je vais faire comme les commerçants du marché là, ou bien comme les couturiers. On va dire 2 semaines. Maintenant, si dans 2 semaines, c'est pas prêt, bon, ah, voilà. C'est lui qui gère avec eux. Voilà, bon, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque tous les jours. Hein. Voilà. Donc, entre la fixation des prix, les chocs se jouent entre la fixation des prix et les délais à assurer aux différents clients. Et là-dessus, chacun est dans son rôle. Hein. Totalement. Ah ben, je vois que chacun l'assume très bien en plus. Donc, oui. Je crois qu'après cette séquence, on a besoin d'une bonne pause musicale. Tes projets seront mes projets. Tes soucis seront mes soucis. Ton pied, mon pied, chérie. Ton pied, mon pied, oh. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Tes soucis seront mes soucis. Être avec toi, chérie, sera ma victoire. Ton pied, mon pied, bébé. Ton pied. Chérie, sera ma réussite. Ton pied, mon pied, ah, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Angéline et Christian, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On pose très souvent cette question aux femmes, mais vous êtes un couple d'entrepreneurs. Quelle recette vous avez trouvée pour trouver cet équilibre-là, si équilibre il y a entre cette vie personnelle et cette vie professionnelle qui, dans votre cas, est très liée? On continue d'expérimenter et puis de trouver la meilleure recette qui vaille. Bon. L'avantage, justement, c'est que, comme on est un couple d'entrepreneurs, qu'on travaille ensemble, avoir Angéline qui rentre un peu plus tard ne me pose pas véritablement de problème à la maison parce que je sais là où elle est. Je sais que, naturellement, Angéline a besoin de calme, vraiment d'un très grand calme pour pouvoir créer, pour pouvoir mélanger ses pagnes, ses couleurs et autres. Et donc, généralement, elle a besoin d'être soit très tôt à l'atelier ou de partir très tard après que les autres soient partis parce qu'elle veut se laisser le temps, justement, de ce calme à l'atelier pour pouvoir travailler. Donc, ça nous permet quand même, déjà en termes de compréhension, d'être d'accord là-dessus et de pouvoir justement être présent l'un ou l'autre au moment où il faut à la maison avec les enfants quand il le faut. Voilà. Donc, généralement, moi, je vais être probablement un peu plus présent à la maison, voilà, que Angéline, mais quand elle se retrouve avec nous à la maison, ben
c'est l'étincelle qui vient mettre toujours de la lumière en famille. Bien, donc la perle, l'étincelle, Voilà, vraiment, oui, ce soir tu as je lancé. découvre même Voilà. ce mot-là sur ce plateau-là, vraiment. N'est-ce pas? Non, il est très inspiré. Oui. Effectivement, on arrive à trouver cet équilibre-là parce que je rends grâce à Dieu vraiment parce que il y a ce côté-là, le fait de travailler avec Christian, de savoir que il n'y a pas de question quand tu vas rentrer le soir, c'est tu étais où, tu faisais quoi, ou bien quand on t'appelle, quand il m'appelle qui n'arrive pas à me joindre, c'est pas tout de suite c'est quoi le problème, oui. et tout. Voilà, Il comprend. C'est vraiment c'est une bénédiction parce que ça c'est déjà un problème en moins. Oui. Voilà. Bien. Voilà. Donc c'est ça qu'on a trouvé, c'est cette recette-là qu'on a trouvée. Ok, très bien. Donc vous privilégiez la qualité des moments plutôt que la quantité parce qu'on a tous 24 heures. Hein, tout à fait. et que vos rôles étant différents, il y a déjà la compréhension de l'un et de l'autre du métier que ça exige. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle qu'en plus de Fenel, vous êtes tous les deux multi-entrepreneurs. C'est ça. Vous gérez d'autres choses. Elle ça. qui est docteur pharmacienne et toi qui as d'autres activités. C'est ça. Donc ça fait vous êtes multi-entrepreneur et le fait de comprendre chacun ce que vit un entrepreneur au quotidien permet d'avoir ça. Donc c'est bien que vous ayez des moments hebdomadaires, C'est ça. les dimanches qui sont sacrés, et puis la fin du mois de juillet avec les enfants. Et comment les enfants vivent ça? C'est vrai qu'ils sont nés dedans, mais comment comment ils voient ça? Comment ils vivent ça en tant qu'enfants d'entrepreneurs, à votre avis? L'avantage, c'est ça, c'est qu'ils sont nés là-dedans. Qu'ils vous chantent, ils sont capables de venir vous réveiller le matin en vous chantant le générique de Fenel, l'île de Fenel. Qu'ils ont conscience justement que Fenel, c'est une inspiration, en tout cas pour ce qui est de l'acronyme Fenel, est une inspiration qui part leur nom. Donc tous les jours, on a des propositions, un point intégré, les deux autres noms. Voilà, bon. Ils sont complètement dans l'élément parce que à côté, effectivement, dans la structuration de Fenel, il y a le centre de tissage depuis 2 années que l'on essaie de mettre progressivement en place. Et ils se retrouvent assez souvent là-bas, à passer le temps, à s'amuser. Donc, à être dans le fil, dans le tissage et autres, et déjà à se projeter. Voilà, parce que vous avez déjà la première quand on lui demande, qui cite un peu tout, hein, quand on lui demande mais qu'est-ce que tu veux être, elle me dit je veux être pharmacienne, créatrice, vendeur de fabricante de vin, juriste. Elle cite tout ce qu'on fait comme activité. Elle veut tout faire. Donc elle veut tout faire. Et ça c'est un peu, c'est encourageant, même si derrière on laisse un peu le temps aux enfants de se développer, de développer leur imaginaire et de développer ce qu'ils auront envie de faire. Mais de les voir baigner comme ça dans cet esprit d'entrepreneuriat qu'ils ont complètement intégré aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est la partie, vraiment ce qui est beau. Sinon, il y a la partie où tu rentres le soir et puis on t'attend devant la porte. Maman, tu nous avais promis. Maman, tu as oublié. Maman, tu avais dit que tu rentrais à 17h. Et c'est vraiment avec un pincement de cœur. Des fois, on ne sait même pas quoi dire. On s'excuse, mais il arrive des choses, il arrive certaines urgences, je veux dire ça, auxquelles on ne peut pas dire je vais le laisser pour rentrer. On essaie de gérer. Mais au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles aussi, elles finissent par prendre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé aussi comme autre parade? C'est créer un atelier. Bon, surtout pour le perlage. Quand j'ai un perlage j'ai une grande quantité de choses à perler, je ramène ça à la maison. Je transporte une partie de l'atelier à la maison. Donc pendant que moi je suis en train de travailler, elle aussi elle s'amuse avec les perles. Et puis bon, papa aussi est là. Donc du coup, voilà, on retrouve Fenel à la maison. Et voilà, ça permet, c'est une recette en tout cas qui nous permet de trouver le juste milieu pour continuer à fonctionner. De continuer à travailler ensemble. Exactement. Et quelle est votre alerte pour savoir que oui, là il y a un côté qui est en train de prendre vraiment le pas sur l'autre? Quelle est la chose qui vous alerte en vous disant ah là peut-être qu'on doit ralentir ou bien rentrer un peu plus tôt ou nous occuper un peu plus ou là
oui, j'ai quand même fait plusieurs jours d'affilée où je suis rentrée tard. Quel est l'élément qui vous alerte ou le code que vous avez peut-être entre vous pour vous dire, ah là, peut-être qu'on est en train d'aller un peu trop loin sur un élément qui prend plus le pas? Bah, je dirais que c'est comme elle l'a dit, hein, c'est les plaintes des enfants. Quand ça commence à devenir récurrent, on comprend effectivement que il faut lever un peu le pied. C'est vrai que pendant longtemps, notre logique avait été justement d'avoir le moins possible de l'activité professionnelle à la maison. Après, on s'est dit aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait que on en arrive quelquefois à avoir des demandes, des plaintes et même des exigences qui sont importantes. Et peut-être qu'en les associant, en leur faisant voir ou toucher encore plus du doigt l'activité que nous avons, ça leur permet de comprendre tout ce que ça nécessite comme attention, tout ce que ça nécessite comme investissement et de comprendre que, bon, au final, tout ça c'est fait pour que tous en famille, nous puissions avoir, comme tu l'as dit tantôt, des moments de qualité qui soient exceptionnels. Voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, on essaie de se parler au sujet de chaque enfant pour... Mais moi, j'ai un indicateur. En fait, de nous deux, bon, moi, je suis tout le temps intégrée fatiguée. Mais quand Christian dit qu'il est fatigué, c'est que... C'est que vraiment, vous êtes fatiguée. Oui, parce que quand Christian commence à se plaindre de... Je suis courbaturée. Oui, et généralement, c'est... En fait, la période critique, c'est la période de fin d'année. C'est à cette période-là, c'est généralement cette période-là, parce que des deux côtés, chacun de son côté, dit, à part Fenel, c'est un peu charnière, et ensuite Fenel encore, qui vient se rajouter. Donc quand Christian commence à se plaindre, je me sens courbaturée, j'ai mal à la tête, j'ai pas d'appétit, nous tous on sait. En tout cas, moi je sais qu'il faut trouver la façon de faire pour qu'on fasse. On décompresse un peu pour repartir de plus belle. Voilà. Ça, peut-être qu'il ne le sait pas. Non, je l'apprends. Moi, moi c'est mon indicateur. Mais c'est tout le but de cette émission. C'est mon indicateur. Quand il commence à se plaindre, je me dis, bon, là, il faut trouver la façon. Moi-même, je me pose à beaucoup de choses. Et puis, bon, je trouve la façon d'être plus présente à la maison. Est-ce que malgré toutes les précautions, les recettes que vous avez, est-ce qu'il est arrivé un moment où, oui, il y a eu une grosse crise par rapport à ça que vous avez dû gérer? Parce que les deux domaines étaient vraiment déséquilibrés. Moi, j'ai envie de dire qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Et juste la dernière collection qu'on a sortie récemment, alors on avait 2 collaborateurs sur qui on comptait. Parce qu'on a quitté, en fait, au mois de novembre, on n'était pas à Ouaga. Et on devait revenir, enchaîner avec la nouvelle collection. Et quand on est rentré, non, pas le mois de novembre, c'était août. On était en vacances. Voilà. Juste, on était en vacances et on est revenu tout plein d'énergie pour reprendre, en fait, pour affronter les 3 derniers mois de l'année. Mais on est arrivé et puis il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées. Et il y a des collaborateurs à qui on a dû dire merci. Et il fallait retourner. Il fallait mettre même tout en stand-by. C'est-à-dire tout ce qu'on avait comme autre activité pour pouvoir vraiment se concentrer sur cette nouvelle sortie, sur la sortie de collection. Et puis recommencer tout. Tout, réorganiser l'ensemble de la structuration de l'entreprise. Donc oui, ça a été effectivement un véritable passage à vide parce qu'on s'est demandé est-ce qu'on allait arriver à surmonter au regard de l'état de notre fatigue, parce qu'on était vraiment fatigué. C'est vrai que Fenel, c'est bientôt 5 ans, mais
comme dirait un de nos nouveaux collaborateurs, 5 ans, mais c'est quasiment comme 10 ans qu'on a traversé. Voilà, parce qu'à chaque fois, on rend grâce également à Dieu pour ça. Ça a été des moments intenses, des moments d'expérience intenses, que ce soit du positif qu'on ait appris, comme des épreuves auxquelles il fallait faire face. Voilà. Mais Dieu merci, pour ce qui est de cette épreuve, je crois qu'on est arrivé à passer en tout cas la période la plus difficile. Et puis on essaie toujours de reprendre le contrôle entier. Et à sortir une de vos plus belles collections. Maintenant, les gens vont savoir que derrière ça, voilà toute l'histoire qui s'est passée, voilà tout le chaos. C'est ça. On ne savait même pas si on allait même sortir la collection. C'était, on a tous, j'ai envie de dire qu'on ne vivait que pour finir. Que pour finir, Parce que c'était un défi, hein. C'était un défi qui était de se dire, malgré tout ce qui est arrivé, malgré cette grosse épreuve-là, il faut quand même tenir, tenir le rang, il faut tenir le défi. Et puis, on a donné tout ce qu'on pouvait donner là-dessus. Et comment ensuite vous vous êtes reposé ou rééquilibré après cette sortie de crise? Est-ce qu'on est... Bon, ça se fait naturellement. Hein. C'est comme on dit, il n'y a jamais finalement de repos réel pour un entrepreneur. Non, parce qu'en fait, tous les jours, il y a des défis nouveaux. Il faut arriver à les surmonter. On se dit, comme elle a dit tantôt, c'est généralement la fin de l'année. Mais sauf que le début de l'année également est tout aussi intense. Voilà. Donc, bon, on essaie là, peut-être que... Voilà, moi, en tout cas, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je dis, moi, je suis toujours en 2023 parce que j'ai des vacances de 2023 que je dois prendre. Mais là, en fait, on est avec Christian, on est en discussion avec d'autres partenaires qui fait que c'est pas possible de prendre des vacances maintenant. Voilà, parce que moi, j'avais des vacances prévues pour après la Cannes. Voilà, la Cannes est finie, mais c'est pas encore... on n'a pas encore fini ce qu'on a comme projet. Mais en fait, c'est ce que je dis. On a des périodes hautes et des périodes basses. Et généralement, à partir du mois de mars en allant, voilà. Assez calme. On peut prendre chacun soit des vacances individuelles ou même ensemble. Voilà. Et le fait de voyager ensemble, même pour des expositions, et ça l'année passée, on a fait quoi? 3 fois. On a fait 3 fois. Voilà, on ne prend comme des vacances, voilà, à 2, parce qu'on découvre ensemble aussi des choses dans d'autres pays. Et puis, comme je le dis, après, chacun prend voilà, son temps de repos selon qu'il veut. Voilà. Bien. Maintenant, Angéline et Christian, une personne qui vous connaît très bien en tant que couple, vous a laissé un message. Donc, suivons plutôt. C'est un couple qui est très professionnel, engagé dans ce qu'ils font, passionnés par ce qu'ils font et qui ont toujours été vraiment d'une transparence et d'une vraiment confiance absolue. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières avec ce couple qui a toujours été très ouvert, qui a été très en accord sur un certain nombre de sujets. Ils ont une bonne stratégie, ils savent où ils veulent aller et ça a toujours été assez facile de les accompagner. Vous avez Madame Traoré qui est vraiment la créatrice, la conceptrice de Fenel, qui s'occupe du volet production et qui s'occupe de tout le volet production et tout le volet création. Et vous avez à côté Monsieur Traoré qui est le commercial et qui lui s'occupe vraiment des questions de vente et des questions de mieux faire connaître la marque. Monsieur Traoré est à la fois commercial et le marketeur de la société. Donc nous avons d'un côté ce dont on a besoin d'ailleurs dans la mode, un côté vraiment très rêveur, très concept et conceptuel, et vous avez de l'autre côté Monsieur Traoré qui est beaucoup plus réaliste et en accord un peu avec ce qui se passe dans notre monde. Donc on se retrouve avec un équilibre et je pense qu'ils ont trouvé l'équilibre. Alors, ce qui nous a le plus marqué réellement dans ce couple, je pourrais dire qu'il y a 3 éléments. La première des choses, c'est leur complémentarité.
nous avons remarqué une réelle complémentarité dans ce couple, dans toute leur évolution. Les deux ont évolué de manière positive, les deux ont évolué ensemble et ça se ressent sur les produits. Si vous regardez la nouvelle collection, vous voyez comment elle est vraiment exceptionnelle et vous voyez que c'est cette évolution et cette complémentarité qui a mené à ça. Également, nous retenons que c'est un couple qui est passionné par ce qu'ils font, passionné par leur société, passionné par réellement l'activité de Fenel et qui cherche à grandir. Et en troisième position, nous retenons que c'est un couple qui est réellement engagé sur tout ce qui est question sociale, question de développement même de nos éléments. Ils veulent promouvoir le Made in Burkina. Et dans tous leurs produits, vous voyez que c'est ce qui est mis en avant à travers le centre qu'ils ont mis en place, à travers le choix de faire des produits à base de Faso d'Anfani, de Kwakordonda. Réellement, ils sont attachés à un développement local de nos produits. Ils savent que nos produits ont de la valeur et ils cherchent la solution pour le mettre réellement, pour les mettre en valeur. On a fait tout de suite face à un couple qui était très transparent et qui avait une stratégie claire sur où il voulait aller. Donc, tout au long de l'accompagnement, nous avons eu, ils nous ont toujours fait des retours de toute situation, de leurs difficultés, des états d'avancement, de tout ce qui se passait bien. Et donc, nous n'avons pas eu de problème à ce niveau-là. Que de beaux mots. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions après ce beau message? Ce sont des mots qui touchent réellement. De voir qu'on a effectivement collaboré avec des personnes qui ont su aller chercher en nous ce qui faisait notre particularité, et ce qui faisait notre originalité, et de pouvoir surtout le transformer en énergie positive et créatrice de valeur. Et ça, ça touche vraiment. Effectivement, de gentils mots. Et le bien-être de la personne qui le dit, c'était ma collaboratrice directe. Ok. Chaque mois. J'ouvre ma boîte mail. Le premier du mois, c'est son mail qui tombe. Ah oui, parce que j'avais des rapports qu'il fallait, les tableaux qu'il fallait envoyer. Et entendre ces mots, ça me touche vraiment. Voilà, parce que ça veut dire effectivement que ça a été une bonne collaboration. Ils ont apprécié, nous également. Voilà. Ah ben tant mieux. Maintenant, on va parler argent. Travailler ensemble aussi, c'est être transparent sur la gestion financière, déjà celle de l'entreprise. Mais est-ce que cela n'induit pas aussi des risques financiers et le risque de vous rendre vulnérable financièrement, surtout quand on travaille en commun et que fatalement le personnel et le professionnel sont liés? Comment vous gérez ces risques-là? Je pense que tu l'as souligné tout à l'heure. C'est vrai, Fenel, c'est vraiment l'activité professionnelle secondaire, en tout cas au départ, qui s'est construite sur une passion. Mais à côté de cette activité professionnelle, qui est devenue professionnelle, il y a nos premiers amours, notre première activité professionnelle qui découle de nos profils personnels. Voilà. Angeline est pharmacienne de profession et aujourd'hui, elle est désormais titulaire de sa pharmacie. Et moi, à côté, qui suis juriste et qui mène des activités parallèles de conseil et sur d'autres activités professionnelles qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le profil de juriste que j'ai. Et Fenel, donc on en revient à Fenel. Donc à côté, effectivement, le risque, j'ai envie de dire qu'on a essayé d'éclater le risque financier. Et même dans la conception de ce que nous produisons ou de la manière dont nous développons l'entreprise, on garde toujours à l'esprit de ne pas dépasser une quote-part de risque financier là-dedans. Voilà.
nos différents partenaires justement pourront le dire, c'est qu'à côté, quand il y a un projet qui se met en place, il y a le contre-projet qui nous permet d'établir la règle suivant laquelle, au cas où ça ne marcherait pas, comment est-ce qu'on limite le risque en termes d'investissement et qu'on n'aille pas comme ça à l'assaut de la question risque. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre qu'on essaie de trouver entre nos différentes activités professionnelles qui nous permettent également, à côté, à titre personnel, de pouvoir faire vivre et faire grandir notre passion. Et puis, l'activité de FENEL qui demande, comme toute activité entrepreneuriale, de courir un certain risque. Bien. Voilà. Oui. Non, moi j'ai cette chance-là de dire que Christian a ce volet qui ne dit pas, il est gestionnaire de projet. Alors, moi je suis passionnée par tout ce qui est création. C'est vrai que je suis très maniaque sur la comptabilité, mais j'avoue que c'est beaucoup, je ne suis pas très... Sur ce volet-là, j'avoue que même dans FENEL, quand on veut faire un programme ou un projet, bon, moi, je le regarde faire. Et puis, voilà, on s'assoit ensemble, tout ce qui est finance et tout, et on mesure les risques ensemble. Voilà, et sans vraiment trop prendre de grands risques. Voilà, au risque de même voir couler même notre propre vie. Voilà. Et est-ce que vous vous êtes fixé des salaires au sein de FENEL? La question est nouvelle pour nous parce que, comme je l'ai dit, c'est une activité de passion. Et Dieu merci, comme il y a des activités, nous menons d'autres activités à côté, c'est une question qui n'avait pas jusque-là été un élément central pour nous. Parce que jusque-là, d'ailleurs, on continuait, nous, à injecter de l'argent là-dedans. Ça, c'est important que les gens le sachent parce qu'on ne le sait pas. Et on a continué à injecter de l'argent jusqu'à un niveau où on a commencé à se dire, bon, il faut réellement maintenant qu'on puisse laisser l'entreprise elle-même supporter entièrement ses charges et voir finalement, comment est-ce qu'elle va se comporter? Parce que bon, la règle, elle est connue et on sait que pendant les 5 premières années, on a 90 à 95% des entreprises qui disparaissent. Nous, on est en train justement de passer le cap des 5 années et effectivement de se poser la question maintenant de la survie de l'entreprise au-delà de nous. Et si on se pose la question de la survie de l'entreprise au-delà de nous, il faut bien effectivement imposer à l'entreprise de supporter un certain nombre de charges, donc notamment des salaires pour ses dirigeants, et de voir comment l'entreprise va se comporter, quitte à ce qu'après coup, on puisse encore venir derrière pour supporter en apport ce qu'on pourrait faire pour aider l'entreprise. Donc, je dis, la question, elle est nouvelle pour nous. On est justement en plein sur cette discussion-là, sur cet échange-là. Et on pense qu'il est effectivement indispensable d'imposer à l'entreprise un minimum de salaire pour ses dirigeants et puis d'observer le comportement de l'entreprise sur le long terme. Donc la question est nouvelle après 5 ans. C'est important que les gens comprennent que dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes. On va prendre FENEL. FENEL, c'est votre 5e bébé, même s'il est venu avant certains bébés. Tout à fait. et donc maintenant que le bébé a grandi, qu'il est propre, qu'il ne porte plus de couches, il est un peu plus autonome et maintenant vous voulez le laisser découvrir le monde. Tout à fait. Se cogner un peu, se cogner au bord de la table, bref, faire sa vie un peu seul en essayant de ne plus être tout le temps derrière, de ne pas avoir les mêmes peurs que pour un nourrisson. Je crois que c'est des questions que les gens ne savent pas en général quand on voit des entrepreneurs. Et justement, si vous avez un conseil à donner à un couple d'entrepreneurs ou à des entrepreneurs concrètement sur cette gestion des finances-là, sur la réalité de la gestion des finances, voilà, parce qu'il y a la passion, mais on sait qu'à un moment donné, quand la passion ne nourrit pas, et vous, c'est parce que ce n'est pas votre activité principale. C'est très important de le savoir. Parce que quand la passion ne nourrit pas, après, ça devient autre chose. Ça tue la créativité, ça rend frustré, aigri, ça... Bon, 5 ans, si c'est maintenant que vous vous versez un salaire, si vous avez un conseil à donner à des entrepreneurs sur la réalité financière.
Alors, moi, je me rappelle tout le temps de ce proverbe que ma maman me disait. Ma maman me dit toujours. Elle me dit que on ne laisse pas un boulot pour chercher un boulot. Elle dit que tu as le boulot et tu crées autre chose. Et quand ça devient grand, peut-être tu le laisses pour aller. Et pour dire qu'on a beau avoir une passion, que si on n'a pas, on appelle ça le nerf de la guerre, que si on n'a pas, en tout cas un minimum de finances, pour nous permettre même de vivre en dehors de cette passion-là, ça sera difficile. Voilà. Donc on a certes des passions. Si c'est dans cette passion qu'on se lance et que, Dieu merci, tout de suite ça prend et que ça nous permet de vivre, Dieu merci. Mais sinon, on peut également avoir une autre activité professionnelle, vivre de cette activité et développer cette passion que l'on a à côté. Voilà. Et c'est se fixer des objectifs. Quand on a une passion et qu'on veut développer cette passion, se dit qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut accepter. Voilà. Nous, on a fait 5 ans, c'est comme Christian vient de le dire, c'est maintenant qu'on parle peut-être de salaire. Mais ce n'était pas simple. Ah, mais j'imagine. Aujourd'hui, Fenel, le cœur de métier de Fenel, c'est de la maroquinerie des sacs. Qui concentre environ 50% de notre production, de nos activités. Mais quand on démarrait il y a 5 ans, Fenel, on a commencé avec des petites coiffes aux cheveux. J'étais là. Et on s'est dit, c'est avec ce produit-là qu'on va conquérir le monde. On s'est dit, il n'y a pas quoi, il n'y a rien à faire, on devient millionnaire, voire milliardaire avec ça. Avec les chics petites coiffes. Oui, avec des chics petites coiffes. Sauf que rapidement, au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que vendre des petites coiffes ne va pas nous faire tenir longtemps. Voilà. Et à cœur serré, parce qu'Angeline, c'est vraiment sur ça. C'est dit que c'est avec les coiffes que les gens appréciaient, qu'elle faisait pour elle-même. Et on s'est dit, c'est de là qu'on s'est dit, écoute, sur les coiffes, on pourrait utiliser du pain tissé et tout ça. Donc les premières idées sont venues de là. Donc il a fallu un moment qu'on s'asseye et qu'on se dise, bon, Angeline, c'est bien les coiffes, c'est chic, c'est très beau, mais si on joue avec ça, on ne va pas aller bien loin. Voilà. Donc il faut qu'un garde totalement les pieds au sol et que la passion finalement vienne au contact de la réalité. Voilà. Très bien. Ah, ça, c'est très bien dit. Je rajoute aussi que il y a également cette expérience d'entrepreneur qu'il faut avoir. Il n'est pas entrepreneur qui veut. Parce que être passionné, ça veut dire c'est développer sa passion. Donc, ça veut dire c'est être à son propre comme développer un business. Moi, je donnerais conseil à quelqu'un qui ne l'a pas fait, plutôt d'essayer de côtoyer des entrepreneurs. De parler avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat de façon générale et ensuite dans ce dans quoi il veut se lancer. C'est déjà savoir dans quoi on rentre. On en dit ça te préserve de beaucoup de choses. On peut même commencer et puis ça fait un échec. On se retrouve face à un échec, mais on se dit, bon, on m'avait prévenu. Et puis bon, je recommence d'une autre façon. Mais ça, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on est passionné, ça ne suffit pas. Moi, je l'ai dit, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je sais ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ce n'était pas simple tous les jours. Et mes enfants aussi. Moi, je le dis. En tout cas, ce qui est sûr, si elles ne sont pas entrepreneurs demain, ce qui est sûr, elles savent ce que c'est. Voilà, elles pourront se lancer, mais elles ont ce taquis-là que peut-être d'autres n'ont pas. Donc, on peut être passionné, mais c'est toujours mieux, avant de se lancer, de demander à des devanciers qui sont déjà dedans, on lui dit de façon générale et de façon spécifique. Voilà. Pour connaître son cœur de métier. Donc la passion seule ne suffit pas. C'est très important de le... Je crois que c'est pour ça que cette émission existe, pour au-delà du couple d'entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs qui sont en couple. Voilà. Donc c'est important de parler de cette réalité financière, surtout que vous êtes dans un domaine de créativité, de glamour, de chic. Les sacs sont beaux, ils sont bien finis, les accessoires, les chapeaux aussi, hein, ils sont très chics. Mais ça ne nous lie pas. Non, ça ne nous lie pas. Alors, j'ai rajouté une anecdote. Il y a des sacs que j'ai envie de faire. Ça me dit, tu sais,
tu aimes. Oui. Mais on ne va pas acheter. Donc, si tu regardes bien, c'est dit, il y a une tendance, c'est de voir dedans. Ce qui peut marcher. Et puis, tu mets ta concentration et ta créativité dedans. Et puis, on va faire, on va vendre. Après, ce que tu aimes là, tu crées pour toi. Si ça marche, si quelqu'un a vu, on va produire. Oui, mais Christian, c'est vraiment la part trop réaliste. Oui, il y a des moments, j'ai mal au cœur. C'est vrai ce qu'elle dit. Et je rajoute en fait qu'il est important d'être très observateur. Très, très observateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bain digital et tout que nous vivons... Ça peut flatter. Ça peut flatter, voilà. On a tendance, effectivement, à se laisser emporter par tout ce qui peut avoir tout ce qui est, voilà, tout le bruit qu'il peut avoir autour d'une activité. Mais je dis généralement à mes jeunes frères avec qui j'ai la chance d'échanger, je leur dis, il faut aimer le silence et le calme intérieur. C'est ça un entrepreneur. Il faut aimer le silence, le calme et être très observateur, se départir de tout ce qu'on peut voir comme bling-bling et de l'émotion, de la passion et observer. Connaître son marché, connaître son environnement entrepreneurial, savoir dans quelle direction il faut y aller. Effectivement, on peut vouloir aller au point C, mais on n'est pas obligé de faire directement A à C. Voilà. On peut passer par B. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Donc, très bien. Ça, c'est des réalités concrètes qu'on ne mesure pas, mais le réalisme est important parce qu'il y a tout ce qu'on voudrait, comme Angéline me dit, il y a des choses qu'elle aimerait faire, mais comme on dit, personne ne va acheter. Oui, donc ça peut être des œuvres de collection après. On souhaite voir, il ne faut pas non plus que ça devienne, ça freine les élans de créativité de Angéline. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, et Angéline a parlé de l'échec. Et c'est justement ça le point, on ne pourra pas finir sans parler de ces points-là, de la gestion du succès et de l'échec au sein d'un couple d'entrepreneurs, parce que vous vivez tout ensemble. Et moi, j'aimerais savoir comment vous gérez ces moments d'échec, ces moments où ça ne va pas. Vous nous avez raconté le cas de la dernière collection, mais qui au final, c'est soldé par un succès. Mais comment vous vivez ensemble les échecs? Moi, je dirais que dans la culture d'entrepreneur qu'on a développée, on a compris également un élément très essentiel qui est que l'échec fait partie du succès. Voilà. Donc, il est même indispensable de s'interroger quand on ne rencontre aucun obstacle. Ça veut dire que il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. C'est une alerte. C'est une alerte. L'échec fait partie du succès. Et donc, quand l'échec arrive, il faut plutôt le reprendre en termes de questionnement, en termes de revalorisation de soi-même, de ses objectifs et de sa direction. Voilà. Donc, il faut plutôt vivre les moments d'échec comme étant des moments d'introspection qui vont permettre de pouvoir aller vers un meilleur résultat. C'est vrai, humainement, c'est dur. C'est dur, voilà. Mais il faut prendre le temps de le digérer assez bien, assez rapidement. Et tu as pris l'exemple tout à l'heure de la nouvelle collection qui, je pense que 2 semaines ou 3 semaines avant la nouvelle collection, nous étions à Abidjan pour une compétition de créativité à laquelle finalement on n'a pas été classé. C'est vrai, Angéline, elle était sur le podium. C'est vrai, moi, de là où j'étais, dans l'ombre, j'ai eu très mal pour elle. Parce que je sais tout le travail qu'on a fait, tout l'investissement qu'on a eu pour que sur ce podium-là à Abidjan,
elles vivent ce moment-là et je sais ce qu'elle en a vécu. C'est curieux, on n'en a plus jamais parlé. Ok. Angéline et moi. C'est resté sur le podium. C'est resté sur le podium parce que c'est vrai, on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait la nouvelle collection. Oui. Mais je pense qu'à côté de ça, chacun s'est questionné, chacun s'est demandé est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'est la direction qu'on veut donner à l'entreprise? Est-ce que, parce qu'effectivement, on est parti à l'époque là-dessus en se disant, on veut s'ouvrir à un autre monde, à un autre type de client. Mais sans se parler, sans faire le bilan de ça, je pense que chacun s'est interrogé là-dessus. C'est vrai qu'on a pu rebondir tout de suite sur la nouvelle collection. Mais je pense que si je lui pose la question aujourd'hui, sans qu'on ne se soit consulté, on va avoir la même réponse par rapport à cette expérience-là. Voilà. Alors, moi, je vais rajouter quelque chose. Et quand on a commencé Fenel, en fait, moi, j'aimais créer, c'est ce qui me passionnait. Le reste, là, ça me passait sur le... Et moi, je n'aimais pas plutôt qu'on me mette la pression pour travailler ça, parce que ça, je n'arrive pas à créer. Et à un moment donné, je lui ai dit... Je suis épuisée. Vraiment, je n'arrivais pas à gérer. La première collection, on a fait 100 coiffes. Waouh! Il arrivait des moments où Christian s'assoit, moi je dors. Il programme 1 heure et puis me réveille pour que je me lève pour travailler. La première collection, ça a été pas simple. Et à un moment donné, et puis je n'aimais pas les projecteurs, je n'aimais pas parler, alors que là, il fallait me mettre devant, il fallait que je parle, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. il fallait sourire, il fallait dire le mot qu'il fallait, je ne savais pas. Christian, il est à l'aise devant les micros, il ne me comprenait pas. Et à un moment donné, j'ai dit, stop. Et il m'a dit, il m'a fait asseoir, on était dans le bureau, il m'a dit, voilà, il m'a laissé pleurer, faire tout ce que j'avais à faire. Il m'a dit, bon, ça c'est une étape qu'on est en train de passer. Mais je te promets une chose, si on dépasse cette étape-là, si à un moment, tu sens que tu ne veux plus, tu me dis, on arrête tout. C'est cette promesse-là que j'ai attrapée. Je me suis dit, ouais, au moins ça. Vraiment, je me suis dit, non, oui, c'est vrai. Là, j'étais fatiguée, oui, peut-être. Et il ne le dit pas, mais en fait, il m'a toujours dit, ne t'inquiète pas, c'est Fenel la crée, laisse le reste là avec moi, ça va aller. Donc du coup, c'est dit, chaque fois qu'on se retrouve face à quelque chose, on m'a dit un échec. En fait, il essaie de paraître pour dire non, voilà, il ne faut pas te décourager parce que... Et bon, j'essaie aussi de ne pas craquer parce qu'il ne faut pas que derrière, il se culpabilise et se dit, non, je suis amené dedans. Et on se tient à ça. Ok. Et pour la dernière collection, j'avoue qu'à un moment donné, quand Christian a commencé à dire, il a fallu que je dope Christian pour qu'on fasse sortir la nouvelle collection. Christian fut dopé. Oui, il n'a pas su. Mais Christian découvre beaucoup de choses. Oui, non, je l'ai dopé pour qu'il tienne. Parce que sinon... S'il craquait. Non, moi, c'était fini. On n'allait même pas... Parce qu'en fait, c'est parce qu'il tenait que je tenais. Parce que le voir se lever le matin pour l'organisation. Parce que moi, je gérais l'atelier pour qu'il fallait qu'on sorte la collection. Parce que c'était 2 fronts. Il fallait organiser la sortie et produire ce qu'il fallait sortir. Exactement. Donc, le voir le matin se lever, il n'était pas matinal, mais là, à 9h, quand tu l'appelles, non, lui, il est avec le MC, il est avec qui? J'ai dit, donc, en temps, avec la nounou qui est avec nous, ça fait 10 ans qu'elle est là, on a trouvé l'astuce. Et si tonton se lève, il prend ça, fait ça. On a fait ça, et puis bon, on a géré. Donc, Christian découvre comment il fut dopé en son insu. Donc, la force que tu as ça a été efficace. On va dire ça comme ça. C'est l'essentiel. Voilà. Le résultat au bout... était très beau, je le confirme. Maintenant, on a parlé des échecs, mais évidemment, comment le succès, comment vous le gérez, comment vous le vivez et comment vous vivez la lumière qui vient avec, surtout pour ma très chère Angéline, qui a fait des progrès remarquables. Oui. Je le constate ce soir. Oui. Non, c'est parce que c'est Fatih. Merci. Donc, comment vous gérez ça, ce succès-là? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on a l'avantage de garder la tête assez froide par rapport à cela et de se dire surtout que ce ne sont que des victoires d'étape. Parce que
Dieu nous en prête la force et longue vie. On a vraiment une vision beaucoup plus grande que ce que nous vivons là. Et on se dit effectivement, c'est une victoire d'étape. Ce sont des victoires d'étape. C'est loin d'être ce que nous voulons ou ce à quoi nous pensons. Et il faut justement que l'on garde les pieds sur terre, que l'on garde l'esprit très froid pour continuer à avancer. Voilà. Je pense que moi, personnellement, c'est ce qui me conditionne. Bon. Oui, bon. Alors, c'était pas... Je n'ai pas l'habitude des lumières. C'est pas quelque chose qui me passionne. On l'a compris, particulièrement. Je crois qu'on l'a compris. Donc, les succès... en fait, mon premier thé, c'était BCBG Glam. Je me rappelle parce que je me suis retrouvée de pharmacienne. Je suis une pharmacienne, c'est quelqu'un qui est derrière son comptoir avec ses médicaments. C'est dit, on répond à un besoin spécifique. Je me suis retrouvée sur un podium. Je ne sais même pas comment on marche. Il fallait marcher. Et en fait, j'ai suivi une formation avec Fatime où elle nous avait dit, dans le cadre du projet ACRI, il fallait... en fait, on se retrouve, il faut savoir se dire, célébrer nos victoires. Bien. Je me suis dit, si je suis ici, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je trouve que c'est ingrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je ne fais que sortir. C'est la personne qui me met devant, c'est Christian. Et lui, il est tout le temps derrière. Et lui, on applaudit, c'est moi qui sors. Moi, j'ai toujours ce petit pincement-là au cœur. Et voilà, bon, mais c'est comme Christian a dit, on garde cette tête, on garde la tête bien froide en se disant que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est pas pour dire que c'est pas bien, mais on voit plus grand. Et on espère que derrière nous, que ce soit nos enfants, que ce soit ceux avec qui nous travaillons, en fait, après nous, FENEL reste. Et que ça apporte beaucoup à d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment cette vision-là qu'on a et on espère que ça va... C'est ce qui va arriver. Je veux rassurer Angeline sur une chose, c'est que peut-être que c'est avec ce projet FENEL-là que j'ai appris à développer ce plaisir-là de la voir, elle, en lumière. Voilà. Et peut-être qu'elle ne se rend pas compte, mais c'est vraiment... le plaisir, il est immense. C'est pour ceux qui me voient. Je sais que à la dernière édition de BCBG, j'avais un ami qui était dans la salle et qui m'a envoyé un texto pour me dire relâche quoi, c'est bon, elle est en train d'assurer sur le podium. Mais pour dire en fait que je vis aussi intensément le moment qu'elle qui est sur le podium. Et pour faire suite également à ce qu'Angeline disait tout à l'heure, l'accomplissement, pour moi, l'accomplissement le plus parfait pour un entrepreneur, c'est justement que son entreprise lui survive. Voilà, aille au-delà de sa personne. Je pense que notre rêve aujourd'hui, on en parle assez souvent, c'est de pouvoir dans quelques années ne plus avoir à se lever le matin pour partir à FENEL et d'attendre que l'un des enfants vienne le soir ou en fin de semaine pour échanger sur la gestion, nous rendre faire le compte, point. Voilà, ou bien qu'on se retrouve au Caire ou quelque part ailleurs dans le monde et qu'on ait à donner simplement notre avis sur comment ça doit fonctionner pour la suite. Voilà. Très bien. Ah ouais. C'est très bien de parler de ces cas-là parce que c'est inhérent à la vie d'entrepreneur. Mais surtout quand on entreprend ensemble, en couple, tout s'intensifie parce que tout est vécu doublement par les deux, sachant que chacun a des émotions différentes. Chacun gère autrement.
ou différemment les échecs ou les succès. Il y en a qui les prennent plus personnellement, il y en a qui arrivent à laisser couler, mais je vois que vous avez appris, déjà vous avez compris que l'échec est inhérent à la vie d'un entrepreneur. On est dedans, hein? Oui. Voilà. Hein? On tombe, on se relève, on ne reste pas couché. Exactement. Et que les succès aussi doivent quand même prendre le temps de se célébrer, de se savourer. De les accepter, parce que c'est quand même le flux. On n'est jamais à ce niveau-là par hasard. Mais je crois que ce que vous avez dit précédemment par rapport à la gestion des finances va donner une réalité concrète aux personnes de savoir pourquoi, si on vous voit célébrer, même si Angéline ne célèbre pas bruyamment, même si on vous voit célébrer, on comprendra pourquoi vous célébrez autant et pourquoi vos collections sont de telles célébrations, voilà, avec de telles thématiques, parce que c'est l'aboutissement de grands moments de solitude, même quand on est deux, et de travail ensemble. Merci pour ce partage en tout cas. Ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous qui l'attirons. Si tu dis, tu seras riche, tu seras riche. Si tu dis, tu seras pauvre, tu vas travailler pour le demeurer. Sois positif, sois positif, sois combattant, sois combattante. Yeah. Sois positif. Yo, sois positif. Nous arrivons au terme de ce bel entretien que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Mais avant de finir, parce que ça ne peut pas finir comme ça, moi j'aimerais savoir, Christian, si tu devais dire quelque chose à Angéline, un message à Angéline ce soir, que lui dirais-tu? Un mot pour elle. Alors... Un mot, une phrase. Un mot, c'est trop petit. Une phrase. Ou une phrase. Ou des phrases. Hein. Vas-y, lâche-toi. D'accord. Je suis fier de toi, Angéline. Je suis fier du parcours que tu as accepté faire avec moi. Je suis fier des défis que tu as accepté endosser, parce que je sais qu'il y a bon nombre de ces défis qui n'étaient pas forcément les tiens, mais que tu as accepté, assumé pleinement comme s'ils étaient les tiens. Et je te dis merci pour cela. Ah oui, ça s'applaudit. Ça ne m'étonne pas de Christian. Oui. C'est beau, hein, Christian, merci. Maintenant, ma très chère Angéline. Tu ne mets pas de questions. Hein. Ma très chère. Il n'y a pas de questions. Tu me connais. À ton tour, que voudrais-tu dire à Christian? Les yeux dans les yeux. Tu vois, pour toi, j'ai ajouté une touche. Alors, je dirais merci. Merci, Christian, parce que je suis de nature, c'est vrai, introvertie, mais très conservatrice. Et j'ai appris avec toi à oser. À oser. Et aujourd'hui, je me découvre. Je me découvre une force intérieure que dont je ne me doutais même pas. Et merci. Merci pour l'ami que tu es. Merci pour l'époux que tu es. Merci pour le collaborateur que tu es. Ah ben ça c'est plus qu'un mot. Mais là ce soir, Angéline, merci. Moi-même je te dis merci. Merci et bravo. Angéline et Christian, merci beaucoup pour ce moment.
Merci d'avoir répondu aussi franchement, comme vous êtes, de manière aussi authentique. Hein, parce que ce que vous défendez, c'est de la mode africaine authentique. Merci pour ce moment d'authenticité, de partage. Merci tout simplement d'être vous et de créer ce que vous créez ensemble. Et je vous souhaite que le bonheur pour la suite de votre aventure. Merci Fatim, merci vraiment. Mais Angéline et Christian, évidemment, on ne peut pas vous laisser repartir comme ça. On a décidé de vous proposer, de vous offrir de beaux produits naturels du terroir et de Agribusiness Shop. Merci beaucoup. Donc ce beau panier rempli de bonnes et de belles choses. Merci. Tout y est pour votre bonheur. Pour encore nourrir encore plus cette belle créativité. En attendant la nouvelle collection, on n'a même pas fini de savourer l'ancienne. Bon, je suis déjà dans la nouvelle. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. On va prendre du plaisir vraiment à déguster, à savourer chaque produit. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis bon, le jour où vous ouvrez un pot, vous pouvez m'appeler aussi, hein, ça fait rien. Ça ne fait rien. Voilà. Nous sommes au terme de notre émission. C'était tellement intense qu'on n'a pas senti le temps passer. Merci Angéline, merci Christian pour votre générosité à travers le partage de votre parcours dont les enseignements vont aider plus d'un. J'ai été ravie de vous recevoir sur ce plateau et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite l'accomplissement de vos rêves les plus fous. C'est donc fini pour ce numéro de Couple d'entrepreneurs. Je recevais pour vous Angéline et Christian Traoré, promoteurs de la maison Fenel. N'hésitez pas à commenter, à partager dans vos réseaux et rendez-vous au prochain numéro. À bientôt.
Nobody can stop me. Nobody can stop my project.